là. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, on va leur éclater la gueule. Allez, balancez-moi un rire. Mais je suis mort? Oh putain! Mais les gars, je suis mort! Mais il me voit pas, c'est con! Oh, répondez-moi quoi! Il me voit pas, putain. Qu'est-ce que je vais devenir, Je suis mort. Le conseil m'a donné la permission de C'est te pas faire. possible! Tu deviendras un Jedi. Pourquoi? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décor! Oui, je me suis payé le luxe de m'installer à cet endroit. C'est magnifique, n'est-ce pas? On a la plus belle vue sur l'univers. Bon, c'est un peu militaire, mais c'est comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez deviné, de Star Wars, et cette fois, c'est vraiment pas une blague. Et plus précisément, aujourd'hui, on va parler de la conservation de la quantité de mouvement. On file tout de suite sur les Clone Wars, où ça se passe en fait entre les épisodes 2 et 3, hein, d'accord? Et où on voit que la conservation de la quantité de mouvement, il gît dessus en fait, hein, voilà, il s'assoit dessus. Regardez tout d'abord ce premier extrait. Un vaisseau de très grande taille approche. Coupez tous les générateurs avant qu'ils nous repèrent. Donc on voit que ils arrêtent les gaz là, hein, ils freinent hein, tout simplement. Vous avez appris que si vous impulsez un mouvement à un objet et que cet objet n'est pas en interaction avec quoi que ce soit d'autre, autrement dit il n'y a aucune force, c'est-à-dire qu'on est suffisamment loin de toute masse, eh bien vous devez normalement aller à une vitesse constante et en ligne droite, tout droit. Pas par là, par là. D'accord? Donc ça, c'est Newton qui nous dit ça. La quantité de mouvement se conserve lorsqu'on a un système qui est isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de force qui agisse dessus, ou alors que ces forces lointaines se compensent, pseudo-isolé. Et donc il n'y a pas de finalement force, ce qui veut dire que le principe fondamental de la dynamique qu'on a vu dans une précédente vidéo, qui nous dit que la somme des forces est égale au produit de la masse par le vecteur accélération, eh bien cette masse ne variant pas, on peut la faire rentrer dans le signe dérivé hein, que vous voyez ici. Et si on fait ça, eh bien en fait, on voit que la somme des forces, c'est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Cette quantité de mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le produit de la masse totale du système que l'on regarde, multiplié par la vitesse de ce que l'on appelle le centre d'inertie. Le centre d'inertie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un point matériel qui va porter l'ensemble des masses. Donc on va faire comme si c'était le barycentre en quelque sorte. Hein. Et à ce point, on va appliquer la vitesse d'ensemble de notre système. Voilà. En gros, ça veut dire qu'on pourrait ramener l'étude d'un objet qui peut être en déformation ou pas en déformation à l'étude d'un point avec une certaine vitesse moyenne qui moyenne la vitesse de tous les points. Voilà. C'est-à-dire que quand on met en déplacement cet objet qui peut être constitué d'un ensemble de particules en mouvement les unes par rapport aux autres, dans le pire des cas, c'est le bordel, mais comme sur cet exemple, mais ça existe, et bien en fait on peut ramener le mouvement à l'étude d'un seul point avec une vitesse v qui est la vitesse du centre d'inertie. Et le principe fondamental de la dynamique nous dit quoi? Il nous dit qu'en l'absence de force, c'est-à-dire la somme des forces égale 0, et bien dans ce cas-là, la variation de quantité de mouvement est nulle. Ce qui veut dire que la quantité de mouvement totale est une constante, c'est-à-dire que P se conserve. Maintenant, si j'envoie ce système de points sur un autre système de points qui était initialement au repos, dans le bon référentiel, je ne vais pas détailler ça, mais on est dans le bon référentiel.
Dans ce cas-là, les deux systèmes de points matériels vont se rentrer dedans, il va y avoir des collisions. Initialement, les petits points gris, là, ils étaient tous avec une vitesse nulle. Et puis après le choc, en fait, ils vont avoir certains des vitesses différentes, vous voyez, qui sont symbolisées par des flèches, d'accord? Et bien, la quantité de mouvement totale de l'ensemble de tous ces points se conserve. Oui, voilà. Donc, si on revient maintenant à nos moutons et surtout à notre film issu de Clone Wars, ben, qu'est-ce qu'ils m'ont chié les mecs là? C'est tout simple, il y a un truc, d'accord? Il y a un vaisseau, ce vaisseau il a une certaine vitesse V, et on arrête les moteurs. Il n'y a pas de force à distance. Il doit rester en ligne droite normalement, ça ne doit pas bouger. Or là, il s'arrête. Et en plus, on dirait qu'il commence à tourner un petit peu. Il violerait un petit peu un autre principe de conservation, mais je ne vais pas en parler pour le moment. Restons sur la quantité de mouvement. D'accord? Voilà, ça c'est choquant. On arrive assez bien à définir une quantité de mouvement pour un solide. Mais est-ce que pour un photon, non, pas un photon comme ça, hein. Un photon, la lumière, blaireau. Donc est-ce qu'on a une quantité de mouvement qui définit le photon? Eh bien oui, le photon il est défini, la lumière donc est définie par plusieurs choses. Donc, je vais en parler que de deux aujourd'hui. Il y a l'énergie et il y a la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, on peut la définir en fonction de la longueur d'onde, comme ceci, et je ne détaille pas pourquoi. De même que l'énergie, on pourrait le définir aussi en fonction de la longueur d'onde. Et je ne détaille pas non plus pourquoi, parce que ça nous amènerait trop loin. Mais en gros, on peut utiliser la notion de quantité de mouvement. C'est d'ailleurs ce qui permet d'expliquer le fait que les petites ailettes que vous avez vues tourner au tout début de cette vidéo, eh ben, elles tournaient en fait. Ça, c'est à cause du fait que vous avez conservation de la quantité de mouvement. On détaille un petit peu. Vous avez une ailette, ok, immobile initialement, et un photon qui arrive avec une quantité de mouvement. Le photon va rebondir dessus, il va repartir avec une quantité de mouvement inverse, et comme la quantité de mouvement totale est conservée, eh bien l'ailette va avancer d'une quantité de mouvement double de celle du photon incident. Voilà. Bon, maintenant que vous avez à peu près compris le truc, hein, la lumière, elle a une quantité de mouvement, d'accord? Même si quand on se fait éclairer, ben, on ne se prend pas un pain dans la gueule, on n'a pas l'impression, il nous faudrait beaucoup de photons, mais quand il y en a énormément, ben, on serait catapulté. Si, catapulté. Oui, oui. Un exemple? Bah, c'est pas compliqué. Il nous faudrait juste une étoile de la mort. Bah tiens, ça tombe bien, on s'est fait dégommer par une étoile de la mort en tout début de vidéo. Ça tombe bien. Donc voilà, prenons cette étoile de la mort. Cette étoile de la mort, elle détruit complètement la planète Alderaan. Oui, Alderaan. C'était pas la Terre, hein, je vous rassure, vous êtes encore en vie. Moi aussi, ça tombe bien. J'ai eu peur. J'ai pas fini de payer mon loyer. Bon. Et donc, cette planète, elle est complètement détruite. Et on pourrait se dire, quelle est l'énergie qu'il a fallu apporter pour détruire la planète? Et là, j'en viens en fait à ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Et même mieux que ça, de façon plus précise, sans vous détailler le calcul, on peut parler d'une énergie de cohésion gravitationnelle. La planète Terre est constituée d'un ensemble de points, une infinité de points, qui sont liés les uns aux autres et qui forment finalement un champ de pesanteur global. Sous forme d'une boule. Voilà. On peut calculer cette énergie de cohésion. Mais qu'est-ce qu'elle représente, cette énergie de cohésion? Bah, vous imaginez un nombre de points matériels absolument infini et répartis les uns les autres de façon très très lointaine. Voilà. Mais en fait, le système solaire, à sa naissance, c'était grosso modo ce truc-là. Il s'est mis à tourner, je ne détaille pas, mais en gros, c'était des points très très loin les uns des autres. Il a commencé à y avoir différents mécanismes qui sont listés maintenant, donc notamment de l'accrétion, un disque d'accrétion, et au final, on va se retrouver avec des planètes qui sont agglomérées. D'accord ? Et chacun des constituants est lié à l'autre de façon gravitationnelle. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'énergie gravitationnelle qu'il faut fournir pour les séparer à nouveau. Et donc là, je vous donne la formule qui a été établie dans le cadre d'un calcul où la masse était répartie de façon homogène dans le globe, ce qui est faux, hein, puisqu'on sait très bien que proche du noyau, c'est lourd, et en surface, on a la croûte qui est beaucoup moins dense. D'accord ? On a des roches qui sont de densité faible, alors qu'on sait que la densité moyenne du globe est de l'ordre de 5 grammes par centimètre cube. En moyenne. Ça veut dire que sous nos pieds, ça doit être méga dense. Il doit y avoir du fer et des éléments un petit peu lourds, quoi. Bon, c'est pas grave.
Mais on va faire cette hypothèse-là. Ça revient à changer le facteur 3/5 à un facteur un petit peu différent, mais ça ne va pas fondamentalement changer l'ordre de grandeur. Et c'est l'ordre de grandeur qui nous intéresse pour avoir un peu une idée. D'accord ? Très bien. Continuons avec ça. Nous voyons maintenant que la lumière qui est envoyée par l'étoile de la mort sur la pauvre planète Aldorand, c'est une lumière verte qui correspond à peu près à une énergie, si je parle en électronvolts, de 2,4 électronvolts, ou dit autrement autour des 500 nanomètres en longueur d'onde. Je vais utiliser la formule que je vous ai montrée tout à l'heure pour calculer l'énergie d'un photon, et je tombe sur cette valeur. Maintenant, je me dis, pour pouvoir avoir réussi à détruire la planète, il faut que j'apporte au moins l'énergie de cohésion qui maintient l'ensemble cohésionné, cohérent, enfin, je ne sais pas comment on dit, collé, voilà, collé. Octet. Donc qui maintient l'ensemble collé. Donc j'envoie cette énergie, donc au final ça revient simplement à faire le ratio entre l'énergie de cohésion et l'énergie d'un photon. Et j'ai le nombre total de photons. On va négliger le fait qu'il puisse y avoir des interférences ou qu'on soit cohérent, ou voilà, ce genre de choses. A priori, on ne voit pas de figure d'interférence sur Aldorand, donc négligeons ces effets. Imaginons que l'on peut négliger la vitesse initiale de l'étoile de la mort. Donc, je vous ai montré que l'on pouvait calculer le nombre de photons nécessaires pour détruire Aldorand. Cela veut dire que chacun de ces photons a une quantité de mouvement. Et il me suffit, pour avoir la quantité de mouvement totale, embarqué par les photons, de faire la somme, donc de multiplier la quantité de mouvement d'un photon par le nombre de photons total. Et ça me donne une quantité de mouvement qui est énorme. Comme la quantité de mouvement est conservée, ça veut dire que la lune noire va devoir reculer de la quantité de mouvement inverse. On montre que la vitesse de recul de la lune noire, elle est énorme. Alors, la quantité de mouvement de la lune noire, c'est quelque chose de matériel, donc il me faut la masse de cette lune, qui a été, d'après des sources très très informées, Wikipédia, 375 km, si on prend une densité à peu près, donc avec des métaux, bon, enfin bon, on fait quelques hypothèses, on arrive à une masse qui est de l'ordre de 10 puissance 15 à 10 puissance 16 tonnes, voilà à peu près l'ordre de grandeur, et donc du coup on a la masse de ce truc-là, et on sait que la quantité de mouvement de cette étoile noire, c'est le produit de sa masse par sa vitesse. D'accord, la vitesse du centre d'inertie, mais qui revient à sa vitesse, puisque c'est pas un solide déformable a priori. Il n'y a pas des points qui partent dans tous les sens. Ok. Donc si on fait ça, on aboutit finalement à une vitesse de recul qui est de l'ordre de grandeur d'une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière. Or, est-ce que vous voyez, après le tir laser qui détruit Aldorand, l'étoile noire reculer, et vite en plus? Hein? Non, vous le voyez pas. Donc c'est de la merde. Non, pardon, les fans de Star Wars, je suis fan de Star Wars, c'est pas de la merde, mais il y avait une petite couille dans le potage, comme on dit par chez nous. Maintenant, juste avant de terminer, j'ai un petit truc à vous dire, ma théorie, puisque là ce soir je vais filer voir vite fait, bien fait, en avant-première, enfin voilà, comme tout le monde quoi, le 16 décembre, donc le nouvel épisode, l'épisode 7, hein, j'ai vraiment hâte, je trépine, d'ailleurs là je vais me marrer dans pas longtemps, hein, vous m'excuserez pour ça que je fais court en fait aussi, hein, voilà. Eh bien, en fait, j'ai une petite théorie. Kylo Ren, non, je parle pas de kilo de Ren, rien à voir, connard. Arrête avec tes jeux de mots, je vais t'en... Bon. Et Kylo Ren, eh ben, en fait, c'est qui? Visiblement, ils nous le masquent. Ils nous ont montré un acteur, mais on a vu des photos de cet acteur avec une tenue de X-Wing, donc autant l'acteur il est payé pour faire croire que c'est Kylo Ren, mais c'est pas Kylo Ren. C'est-à-dire qu'il y a une surprise. Mark Hamill qui joue Luke Skywalker, eh bien en fait, on le voit pas, et on pourrait se dire, bah, c'est facile en fait, il est là-dessous, il est du côté obscur, blablabla. Mais je crois pas ça. Le personnage principal de Star Wars, hein, que ce soit la série 1, enfin les films 1, 2, 3 et 4, 5, 6, dans l'ordre 4, 5, 6 et 1, 2, 3, c'est pas Luke, c'est Anakin Skywalker. Hein. Le retour du Jedi par exemple, c'est pas le retour de Luke. Hein. Bon, il va bien sur une planète, il va voir son ami Yoda, qu'on a vu tout à l'heure, mais au final c'est le retour de Anakin qui revient du côté obscur, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est une histoire qui est centrée sur Anakin. Je suis presque sûr qu'en fait c'est un clone de Anakin qui est là pour finir ce qu'Anakin n'a pas pu finir. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. Just let it in.
Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai voulu être un petit peu court, histoire que vous zappiez pas au bout de 4 ou 5 minutes. Donc j'ai volontairement réduit en me concentrant uniquement sur un phénomène physique, qui était la conservation de la quantité de mouvement, où on voit que c'est bafoué 2 fois dans 2 exemples pris à peu près au hasard de Star Wars. Bon ben voilà, c'est fini. Surtout, restez critiques. Putain, mais alors ça veut dire que Dragon Ball Z c'est que de la merde? Bon eh bien, j'ai oublié de vous dire, spéciale dédicace à vous, le groupe de Maths Info, donc bravo d'avoir supporté la physique et de m'avoir supporté. J'espère juste que votre examen terminal se passera bien, hein. En tout cas je vous ai donné à peu près toutes les bases pour y arriver, hein. Donc bon courage, sinon bah voilà, écoutez, j'espère que ceux qui sont intéressés continueront à s'intéresser, éventuellement poser des questions de physique qui auraient été générées par la vision de ces magnifiques vidéos, faut bien le dire. Ouais, non, d'accord. Voilà, et c'est superbe jeu de mots pourris, hein, que, bon, enfin voilà, vous avez compris. Et puis bah écoutez, je souhaite à tout le monde de bonnes fêtes et je vous dis à l'an Kevin.